Les terres agricoles sont de plus en plus recherchées à travers le monde et plusieurs facteurs expliquent ce phénomène. Il y a bien sûr l'accroissement de la population mondiale, mais aussi les modifications des habitudes alimentaires et la production des agro-énergies. Alors nous avons voulu essayer de comprendre comment fonctionnait ce mécanisme, qui loue, qui vend des terres, qui achète et pour produire quoi. En 1930, en Amérique centrale, la United Fruit Company était implantée dans 9 pays. La première compagnie bananière du monde, américaine, avait échangé la construction de lignes de chemin de fer contre l'obtention de centaines de milliers d'hectares de terres dans ces pays. Au Honduras, par exemple, près d'un quart des terres agricoles lui appartenaient. Et pour défendre au mieux ses intérêts commerciaux, la compagnie s'était ingérée dans les affaires intérieures de ces pays, notamment en fomentant des coups d'État à Cuba, au Honduras et au Nicaragua, voire en appelant à des interventions militaires soutenues par Washington. Les régimes amis mis en place, les fameuses républiques bananières, assuraient à la United Fruit Company le contrôle des 3/4 du marché de la banane aux États-Unis. Donc, les investissements étrangers dans le domaine foncier agricole ne sont pas un phénomène récent. Ce mécanisme, d'ailleurs, s'était bien sûr beaucoup développé pendant toute la période coloniale, entre la fin du XIXe siècle et le milieu du XXe. Or, ce phénomène, à nouveau, s'accélère depuis le début du XXIe siècle. Alors pourquoi ? Ces 15 dernières années, entre 2000 et 2014, dans le monde, les acquisitions de foncier agricole à grande échelle, pour l'achat ou la location, ont concerné 36 millions d'hectares, soit à peu près la superficie de l'Allemagne. Au total, sur cette période, on compte presque 1000 transactions foncières signées, selon Land Matrix, qui est la base de données la plus fiable sur cette question. Comment explique-t-on cette compétition croissante pour l'accès aux terres ? Regardons l'évolution de la demande alimentaire mondiale entre 1950 et 2050. En 1950, elle était d'environ 5 pétacalories par jour, soit 5 millions de milliards de calories. En 2010, elle était de 25, et en 2050, elle atteindra plus de 45 pétacalories par jour. Donc, la demande mondiale de produits agricoles et agroalimentaires va connaître une augmentation forte et rapide. Car, d'une part, il y a la population mondiale qui augmente. Elle était de 2,5 milliards d'habitants sur la Terre en 1950 et sera sans doute à plus de 9 milliards en 2050. Et puis, d'autre part, avec la croissance de l'économie mondiale, les revenus par tête vont augmenter partout dans le monde et surtout dans les pays émergents. Les régimes alimentaires vont se transformer, s'uniformisant progressivement, ce qui va faire croître la demande de produits d'origine animale et la demande céréalière. Mais d'autres contraintes viennent s'ajouter à cette hausse de la demande alimentaire mondiale. Tout d'abord, toutes les terres émergées ne sont pas cultivables, que ce soit pour des raisons climatiques, topographiques ou pédologiques, c'est-à-dire les contraintes spécifiques au sol. Au total, seul un tiers des terres émergées est cultivable. Si on considère maintenant l'ensemble de ces terres cultivables, seulement 40% sont cultivées. Donc, plus de la moitié des terres cultivables de la planète ne sont pas cultivées, notamment en raison du manque d'investissement de certains États dans leur foncier agricole. Or, et de plus en plus, les pays qui manquent de terres arables en louent ou en achètent, là où elles sont abondantes, afin de garantir leur sécurité alimentaire future. Et puis, les acquisitions de terres arables ne concernent pas seulement les cultures alimentaires, elles sont aussi destinées à la production d'agrocarburants. Si on considère 100 hectares ayant fait l'objet d'une transaction entre 2000 et 2014, on constate que 11% sont uniquement consacrés aux cultures alimentaires, 31% aux agrocarburants, 23% aux cultures à double usage, c'est-à-dire agrocarburants et alimentaires, comme le soja, le maïs, l'huile de palme ou la canne à sucre. Par exemple, au Brésil, premier producteur mondial de canne à sucre, les moulins à sucre produisent à la fois du sucre alimentaire et de l'éthanol. Et enfin, le reste des terres est consacré à un mélange de plusieurs cultures. Ce qui fait que si l'on tient compte des terres où les cultures sont à double usage, en fait, plus de la moitié des terres arables vendues ou louées dans le monde
sont destinés aux agrocarburants. Après les facteurs qui expliquent cette compétition croissante pour l'accès aux terres, maintenant allons voir comment fonctionne le marché des investissements fonciers internationaux. Dans le monde, depuis 2000, 74 pays cibles ont loué ou vendu leurs terres arables. Ce sont majoritairement des pays du Sud, où le climat, les coûts de la main-d'œuvre, la fertilité des terres permettent de produire à des coûts compétitifs. On peut repérer maintenant les 10 principaux pays qui ont loué ou vendu leurs terres. La Papouasie-Nouvelle-Guinée et l'Indonésie occupent les 2 premières places, avec respectivement 3,8 et 3,6 millions d'hectares loués ou vendus depuis 2000. Et puis, plus de la moitié se trouve sur le continent africain. Alors pourquoi? En Afrique, on trouve plus de la moitié des terres arables non cultivées de la planète. Le continent n'utilise que 2% de ses ressources renouvelables en eau, alors que la moyenne mondiale s'élève à 5%. On a donc des disponibilités en terres arables et en eau. De plus, une partie des récoltes se perd à cause des conditions d'entreposage, de la qualité des infrastructures agricoles. On a donc une marge d'amélioration des rendements qui est importante. Enfin, pour la Banque mondiale, le marché africain de l'agriculture et de l'agroalimentaire pourrait tripler d'ici 2030. Donc les perspectives de profit sont considérables. Mais d'où viennent les investissements fonciers internationaux? Voici les 93 pays ou territoires investisseurs, c'est-à-dire les pays dont les investisseurs sont originaires. Et on repère sur la carte le poids des pays émergents dans la course aux terres arables. À l'image de l'Égypte, dont les ressources limitées en terre et en eau diminuent à mesure que la population égyptienne augmente et qui produit du blé au Soudan et au Sud-Soudan, ainsi que du sucre en Tanzanie. On repère maintenant les 10 principaux pays investisseurs. Les États-Unis occupent la première place avec plus de 7 millions d'hectares achetés ou loués dans le monde depuis 2000, et regardez les destinations de ces investissements américains. En termes de superficie, l'Afrique centrale représente un tiers des hectares achetés ou loués, et ces investissements américains concernent la production agricole, la production d'agrocarburants, l'extraction de bois de construction et la préservation des espaces naturels et le tourisme. Parmi les grands pays investisseurs, il y a aussi l'Inde et la Chine, pays très peuplés. Leurs espaces agricoles diminuent avec le développement industriel et l'urbanisation, tandis que leurs ressources en eau atteignent un seuil critique. Regardez les destinations des investissements indiens. On constate grâce à cette carte qu'ils sont principalement dirigés vers l'Asie du Sud-Est et l'Afrique de l'Est. Il y a donc comme une proximité géographique entre le pays investisseur et les pays cibles. Enfin, il y a les États du Golfe Persique, c'est-à-dire les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite, qui sont confrontés à un déficit structurel de ressources foncières agricoles et hydriques, et donc qui sont très dépendants sur le plan alimentaire. Voici maintenant les destinations des investissements émiratis. Eh bien, on constate qu'ils se dirigent principalement vers des États musulmans, ce qui s'explique notamment par la volonté des Émirats arabes unis de nouer des liens avec des pays africains musulmans. Donc les transactions foncières internationales sont également liées à des enjeux culturels ou géopolitiques. Maintenant, de qui viennent les investissements fonciers internationaux? Les investisseurs privés représentent environ 90% des investissements fonciers étrangers. Il y a les firmes d'agrobusiness, évidemment, et de plus en plus d'acteurs financiers comme les fonds spéculatifs. Les investissements publics, maintenant, représentent quant à eux les 10% restants. Les États, via des agences d'État ou des fonds souverains, louent ou achètent des terres pour renforcer leur sécurité alimentaire, c'est-à-dire pour sécuriser leurs approvisionnements et faire face à la hausse du prix des matières premières. Mais la limite entre investissement privé et investissement public est parfois très floue, car les gouvernements peuvent soutenir diplomatiquement, financièrement, des acteurs privés. Maintenant, pour finir, si on reprend notre carte des pays investisseurs et que l'on y superpose celle des pays cibles, on voit que la géographie des investissements fonciers internationaux est dominée par les pays émergents.
Donc, l'essor du marché international des terres arables correspond de plus en plus à l'émergence d'un marché sud-sud. Donc on l'a constaté, on est face à une dynamique commerciale sud-sud de grande ampleur, même si ce sont les pays occidentaux qui sont tout à fait dominants en termes d'investissement foncier privé. En tout cas, à l'avenir, on aura la poursuite de la hausse des prix du riz, du soja, du maïs, du blé, du fait de l'accroissement de la population mondiale, de l'augmentation du revenu moyen, de la production d'agrocarburants, et l'ensemble de ces phénomènes sera amplifié par le réchauffement climatique. Si vous voulez approfondir cette question complexe, je vous conseille d'aller sur le site landmatrix.org. C'est un site qui nous a semblé très fiable sur cette question-là et il est très intéressant graphiquement. Une revue que nous aimons bien, Alternative économique, avec un article en mars 2014, main basse sur la terre au Cambodge. Et puis la revue Futurible consacre régulièrement des articles sur ces questions-là. En 2011, la course aux terres agricoles. Et puis plus récemment, en janvier 2014, Retour sur une réalité mal acceptée, la Chine est-elle un accapareur de terres en Afrique? Un article dans Futurible de Jean-Jacques Gabas. Vous pouvez retrouver l'ensemble de ces références sur le site internet du dessous des cartes, et puis beaucoup de références aussi d'ouvrages sur ces questions-là, mais en langue allemande.